Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en savon blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le mardi 9 juillet 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, Stéphane Vailly, le maire de Bonneville, viendra nous présenter la saison estivale du château des Sires du Faucigny. Nous parlerons ensuite du Panic Fest de Saint-Félix et on restera dans la musique ensuite avec le festival baroque de Tarentaise dans un tout autre style. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence pour les titres du journal de ce 9 juillet 2019. Salut Clémence. Salut Seb. Alors on ira à Chambéry tout d'abord pour un conseil municipal assez mouvementé. Et oui, c'est une manifestation qui a dégénéré après la mort d'un homme pendant son expulsion le jeudi 4 juillet dernier. Des citoyens ont manifesté pour le droit au logement, une manifestation qui s'est donc invitée au conseil municipal de Chambéry avant d'être sévèrement repoussée par les agents de police. On verra ça dans le journal. Et puis des fouilles du côté de Taninges. Et oui, en Haute-Savoie, où des fouilles archéologiques, comme tu le disais, sont en cours. Alors le but, c'est de mettre à jour des vestiges situés juste à côté de la chartreuse de Mélan. Découverte après découverte, les archéologues espèrent en apprendre un petit peu plus sur un passé encore enfoui. Clémence, tu restes avec moi, on enchaîne avec notre revue de presse et on commence avec un rêve devenu réalité. Et oui, c'est la très belle histoire d'une mamie qui est dans une maison de retraite en Angleterre. Elle s'appelle Gladys Blackburn et elle rêvait de voir le lac Léman. Et bien, son rêve a été exaucé par sa maison de retraite. Alors à 95 ans, on la voit à l'image, Gladys s'est envolée pour Genève et est allée se promener au bord du lac. Alors, elle a même eu le droit, dans l'avion, c'est la petite anecdote, à une coupe de champagne rosée pendant donc son vol. C'était son premier vol en avion et elle dit « J'étais anxieuse au début, mais maintenant je veux le refaire ». C'est du moins ce qu'elle a confié au quotidien Métro. Et une fois sur place, elle a bien évidemment pu donc découvrir le lac et se promener sur ses alentours. Une histoire très mignonne. Belle histoire. Une belle histoire. Et puis une petite annonce assez originale. Et oui alors Sébastien, 3831 mètres carrés habitables pour 100 000 euros du côté du Puy-de-Dôme. Ça te tente ou... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, il s'agit de la colonie de vacances de Murat-le-Caire, dans le Puy-de-Dôme, qui est en vente. Elle l'était déjà en 2016, mais au prix de 400 000 euros contre donc 100 000 aujourd'hui. C'est la commune de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, qui en est le propriétaire et qui souhaite s'en débarrasser puisqu'elle ne se sert plus, tout simplement, du bâtiment. Alors, le site de vente aux enchères sur lequel on retrouve l'annonce de la colonie de vacances indique, je cite, « Ce bien constitue une opportunité d'investissement unique dans un village remarquable, préservé, bénéficiant d'un véritable potentiel touristique. » Construit en 1958, le bâtiment n'est désormais plus occupé par des séjours organisés par la ville de Clichy. Le projet de l'acquéreur doit nécessairement être en lien avec une activité touristique ou d'hébergement sur la parcelle bâtie. Voilà, pour la petite description un petit peu bucolique aussi, un petit peu du lieu. Alors, intéressé C'est un peu loin, mais pourquoi pas. C'est peut-être un petit peu loin, effectivement, pour venir travailler à Huit-Mont-Blanc tous les jours. On passe à ta revue de presse, Sébastien. Alors, je connais le Tour de France, mais je ne connaissais pas le Tour de l'impossible. Et apparemment, ça vaut le détour. Oui, alors que donc tu l'as dit, le Tour de France qui a démarré ce samedi, le Dauphiné Libéré nous propose un très joli reportage sur son site internet sur une autre course cycliste, le Tour de l'impossible. Cette épreuve un peu hors du temps se déroule au Pakistan. La deuxième édition du Tour du Khunjerab a eu lieu en juin dernier avec 88 participants. Il faut savoir que plus de la moitié des coureurs inscrits ont abandonné cette course. L'épreuve se composait d'un contre-la-montre et de 3 étapes en ligne, longues de 68 à 94 km, donc beaucoup moins long que sur le Tour de France, mais ce Tour cycliste se distingue évidemment par son dénivelé. Le départ est donné à 1500 mètres d'altitude pour sans cesse grimper jusqu'à la fin. Pour la dernière étape, les coureurs sont partis de 1800 mètres pour arriver à 4700 mètres d'altitude, soit quasiment l'altitude du Mont Blanc, le toit de l'Europe. Cette année, c'est le Pakistanais Najib Ullah qui a réussi à braver les éléments pour finalement s'imposer. Donc voilà, très très belle performance. Je vous invite à regarder à consulter ce reportage sur le site internet du Dauphiné Libéré. C'est vraiment intéressant. Et cette course ne demande qu'à se développer. Une course, on peut dire, un petit peu de l'extrême. C'est des surhommes un petit peu quand même. C'est plus que des surhommes parce que cette altitude, c'est compliqué de pédaler. Déjà, c'est compliqué de respirer. Ce serait avec une bouteille d'oxygène, effectivement, normalement. Et puis, deuxième revue de presse, la patrouille de Suisse était de sortie, mais pas au bon endroit. Oui, samedi dernier avait lieu le centenaire de la mort du pionnier de l'aviation suisse, monsieur Oscar Bider. Et pour l'occasion, la patrouille suisse devait survoler Langenbrück, le lieu de naissance d'Oscar Bider. Mais l'escadron s'est trompé d'endroit. Et ce sont donc les habitants de Mullisville-Ramisville qui ont pu admirer le spectacle aérien qui accueillait ce petit village qui accueille en même temps un festival de yodel. Tu sais, c'est ces chants
petit peu originaux là. D'accord. Travailler la glotte. À l'origine de ce petit couac, l'absence de GPS sur les avions utilisés lors de cette démonstration, des Tiger F5E. Finalement, tout est bien qui finit bien, mais voilà, c'est une histoire assez marrante. Ça fait un petit peu peur quand même, s'il faut être équipé de GPS sur les avions. En tout cas, ceux-là, ils ne sont pas équipés, les autres sont évidemment bien équipés. Merci beaucoup, Clémence. Allez, j'accueille mon premier invité sur notre rubrique Dans l'actu. Monsieur Stéphane Vailly, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le maire de Bonneville, président de la communauté de communes Faucigny-Glières, qui gère donc le château des Sires du Faucigny, c'est le nom officiel. Un petit rappel historique déjà sur ce château. Alors c'est un château qui date du XIIIe siècle, c'est un des plus anciens, c'est le plus ancien château qui existe et qui est rénové, qui a été construit par Pierre de Savoie et sa fille Béatrice dans toutes les Savoies. C'est un patrimoine unique en Savoie, dans le Faucigny et à Bonneville en particulier, donc qui est rénové depuis 2014, qui est en cours de rénovation. Qu'est-ce qu'il représente pour le territoire, ce château? D'abord, c'est un patrimoine historique. C'est un bâtiment qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Il y a 3 monuments historiques à Bonneville, dont le château, la colonne Charles-Félix et puis la fontaine sur la place Sarde. Et donc, au-delà de ce patrimoine historique, c'est toute une histoire qui est racontée à nos jeunes générations. Et puis, pour Bonneville, c'est un lieu d'attractivité. Quand il sera totalement rénové, on imagine pouvoir y faire des activités culturelles dans la cour seigneuriale et puis y ouvrir peut-être un musée de la résistance et de la déportation en partenariat avec le département, la région et l'État. Alors vous venez de le dire, un château qui a subi d'importants travaux, une partie du château qui a même rouvert le 15 juin dernier après des années de fermeture. Quelle a été justement la nature de ces travaux? Qu'est-ce que vous avez rénové? Qu'est-ce que vous avez refait? Alors dans une première phase, en 2014, on a une partie du mur nord qui s'est écroulée, donc on l'a réhabilité en 2014. On a réussi à mobiliser de nombreux partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Et puis on a poursuivi cette rénovation par la cour seigneuriale, les 2 tours, avec également une association, les Amis du Château, qui nous ont bien aidés avec un don de 100 000 euros, 114 000 euros exactement. Et les courtines, on a recréé également le chemin de ronde. On a fait des fouilles archéologiques qui nous ont permis également de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas dans ce château, notamment des gravures du XIIIe siècle, XIVe siècle, qui sont uniques. Et puis une salle voûtée aussi qui a été découverte sous la cour seigneuriale. On sent qu'il y a beaucoup de fierté par rapport à ce château. Oui, puisque c'est un patrimoine dont les Faucignerans peuvent être extrêmement fiers, dont les Hauts-Savoyards et les Savoyards peuvent être fiers. Il est unique, encore une fois, il ne reste plus que ce château. Et on est content de pouvoir le réouvrir au public depuis le mois de juin, en tout cas dans sa partie haute, sur la cour seigneuriale, et peut-être dans l'avenir sur sa partie basse. En tout cas, on espère que d'ici 4 ans, il soit totalement réouvert et disponible pour nos habitants et qu'on puisse aussi y faire des manifestations culturelles. Justement, quel retour vous avez depuis l'ouverture, là, donc le 15 juin dernier, ça fait aller quasiment un mois. Quel retour vous avez de la part des habitants? Les gens sont ravis, heureux de retrouver ce château qui a été ouvert jusqu'à dans les années 90, puisqu'il y avait de nombreuses associations qui l'utilisaient. Donc certains qui ont connu ce château sont heureux de le retrouver, de le redécouvrir. Et puis les jeunes générations découvrent un patrimoine qu'ils ne connaissaient pas. Et donc on a fait une fête médiévale pour la réouverture le 15 juin. On a eu plus de 4000 personnes, un succès phénoménal avec les Amis du Château. Et donc je crois que les gens sont vraiment très très heureux et également fiers de la réouverture et de ce patrimoine et de sa préservation. Ils étaient devenus indispensables, ces travaux? Ils étaient indispensables puisque chez ce château, je vous l'ai dit, une partie commençait à s'écrouler. Il était dangereux, ce château. Et donc, si on voulait le sauvegarder, il nous fallait le rénover. Et puis, ça nous permet justement d'y refaire des activités. Alors, pour cet été, beaucoup de choses sont prévues tout au long de cet été, c'est jusqu'au mois de septembre. Des parcours d'interprétation, des jeux de pistes, des visites guidées, des concerts. Comment est-ce que vous avez choisi, comment est-ce que vous avez axé ces activités par rapport à la configuration du château? Alors là, c'est une première saison culturelle au château, j'allais dire. Il y en aura d'autres dans l'avenir. L'idée est d'utiliser principalement la cour seigneuriale et le parvis du château, qui est un parvis assez important, où on peut accueillir plus de 2000 personnes pour pouvoir faire des activités culturelles pendant tout l'été. Cette année, on a été relativement modeste, puisque le château vient seulement de réouvrir. Donc une fête médiévale qui a eu un grand succès, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis un concert de San Severino qui aura lieu également aux alentours du 14 septembre également. Et puis ensuite, l'Office du tourisme, un partenaire exigeant et qui propose des choses très intéressantes, propose justement des visites, dont des visites théâtralisées. Qu'est-ce que c'est des visites théâtralisées? Eh bien, en fait, on a des acteurs, des comédiens qui viennent et puis qui commentent l'histoire avec un peu d'humour. Et donc c'est plus facile peut-être à aborder pour un certain nombre de publics. Alors pour revenir à cette soirée du 14 septembre, donc vous l'avez dit, San Severino, Ma pauvre Lucette, DJ Tagada, avec le système dit du Beijing, de la projection vidéo, ça apporte une vraie qualité, une vraie valeur ajoutée au concert, à un simple concert. Tout à fait. Alors il faut se souvenir qu'à une époque on avait le festival Plein Feu, d'ailleurs qui aura lieu dans peu de temps à Bonneville, dans 15 jours.
un très très gros festival maintenant, gratuit, sur la vallée de l'Arve, et qui avait lieu sur ce parvis du château. Et on éclairait en fait la façade du château et les deux tours. Et ça donne de la valeur au château, ça plaît énormément au public. Et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant, pendant le concert, d'avoir des éclairages sur les deux tours et sur la courtine principale du château des Sires du Faucigny. Donc c'est un peu novateur, on espère qu'il y aura du monde. La jauge est limitée à 2000 personnes, il faudra vous inscrire pour venir au concert de San Severino rapidement. Alors en plus de cette soirée de concert, quels sont, selon vous, pour vous, quels sont les quelques grands rendez-vous à pas rater là, cet été ? Eh ben, cet été, donc, on a des rendez-vous qui sont passés. Il y avait les Saltimbanques, on a 2 grands festivals. Et le prochain, c'est le 18, 19 et 20 juillet, le festival Plein Feu, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des groupes extrêmement intéressants. Earth, Wind and Fire, Hocus Pocus, par exemple, qui vont venir. Une très très belle programmation, très jeune. C'est un festival qui rassemble énormément de monde. À Bonneville, on veut une programmation culturelle qui est familiale. Et donc, elle est ouverte également à tout public. Et on est fiers de notre patrimoine, on est aussi fiers de nos acteurs culturels. Pour Bonneville et pour la communauté de communes Faucigny-Guillière que vous représentez, quelle est l'importance de la politique culturelle aujourd'hui ? La politique culturelle, elle permet aux gens de se rencontrer, de se connaître, de s'apprécier. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Elle est familiale aussi, ça permet à toutes les générations de se retrouver. Et puis, au travers le château des Sires du Faucigny, par exemple, c'est la redécouverte de son patrimoine, la redécouverte de son histoire, notamment aux jeunes générations. Je vous ai parlé tout à l'heure des médiévales. On avait organisé aussi avec les écoles les petites médiévales. Et il y a plus de 500 jeunes et enfants qui sont venus visiter ce château, qui ont eu des commentaires sur leur histoire. Ça leur permet de découvrir tout ça. Et donc, familial et patrimonial, voilà la politique culturelle de Bonneville. Dernière chose pour en revenir au château, quelles sont les prochaines échéances là, pour les travaux ? Alors les prochaines échéances, c'est dès cet automne. On va retravailler la cour seigneuriale qui va être reprise au niveau de son socle. On va avoir également l'accès de la cour seigneuriale qui sera repris. Et puis une partie du mur sud. Et puis ensuite, dans l'avenir, jusqu'à encore 5 ans, si on arrive à mobiliser l'ensemble des moyens financiers avec nos partenaires, État, région et département notamment, eh bien on pourra réouvrir la partie arrière où il y avait les prisons qui datent du XVIIe siècle, qui sont un peu l'histoire de la maison d'arrêt de Bonneville et qui seront transformées en musée si on arrive à mobiliser l'ensemble de ces financements. Merci beaucoup Stéphane Valli. Merci à vous en tout cas. Une belle saison en tout cas du côté du château des Sires de Faucigny. Merci beaucoup. Venez nous Merci bien. On enchaîne avec mon prochain invité, le choix de la rédac. C'est l'été. On va continuer à parler de festival avec Thibaut Marin-Cudral. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors vous êtes le président du Panic Fest. Oui. On parle là de rock, punk et métal. La 4e édition a lieu donc au mois de fin juillet, 26 et 27. Ouais. Du côté de Saint-Félix. Exactement. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce festival. Comment est-ce que vous avez eu l'idée ? Comment est-ce que c'est arrivé ici à Saint-Félix ? On était un petit vivier de rockers pour résumer. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de salles dans le coin où il y a quelques concerts. C'est pas non plus un très gros vivier métal. Et puis l'idée elle est venue de se dire on va au Hellfest tous les ans, on fait pas mal de festivals tous les ans. Donc pourquoi pas apporter notre projet en plein air, puisque l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter cette musique-là en plein air et pas forcément dans des salles, comme on peut les connaître sur Annecy avec le Brise-Glace, où on a fait aussi quelques concerts, et puis au Brin de Zinc notamment sur Chambéry. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter cette culture, cette musique en plein air. Alors 4e édition cette année, j'imagine que ça a dû pas mal évoluer depuis la première. Ça a pas mal évolué, on a fait une première édition en 2015 un petit peu à l'arrache, on va dire. Pour apprendre, ça permet aussi après de se structurer, ça permet aussi de recruter des bénévoles, mais aussi un bureau, un vrai bureau avec tout un travail tout au long de l'année de conception de l'événement, de définition de la programmation, de tout ce qui se passe autour des concerts aussi. Donc voilà, on a fait 3 éditions, on a fait une petite pause l'année dernière pour nous permettre de mieux préparer ce nouveau format sur 2 jours. Et donc on revient cette année avec la 4e édition sur 2 jours avec un budget un peu plus gros, ce qui nous permet de faire venir aussi des groupes plus connus, plus de groupes plus connus et sur 2 jours. Et donc cette année, une nouvelle formule avec une ambiance plus rock pour le vendredi et plutôt punk et metal le samedi. C'est quoi l'objectif ? Il fallait absolument différencier ? Pas forcément, on garde un samedi assez éclectique. On a aussi un petit peu de rock sur le samedi. On a une cible, même si on parle de rock, punk et métal, c'est vrai que c'est des publics quand même assez différents. On a un public métal qui va
va se déplacer, qui va faire des kilomètres pour aller voir des concerts de métal, pas forcément pour aller voir du punk. Donc on sait aussi qu'on a un gros public, mais qui est assez différent en termes de goût et de particularités de groupe. Donc on s'est plutôt dit on va faire un vendredi soir assez rock. Ça nous permet aussi, l'objectif c'est vraiment de faire une soirée où un maximum de gens peuvent venir découvrir, parce qu'il y a pas mal d'a priori sur le métal, puis il y a des gens qui tout simplement n'aiment pas. Donc le but c'est aussi de faire une soirée un peu plus rock, notamment avec Rum Jacks qui est du punk celtique, donc un style assez grand public, assez festif, pour faire découvrir le festival, et puis on espère après qu'ils puissent venir le samedi découvrir tous les autres groupes. Est-ce que ces musiques justement que vous avez évoquées, elles souffrent encore aujourd'hui de préjugés négatifs? De la part du grand public un petit peu. Après, il faut aussi se dire que des festivals, un festival comme le Hellfest, c'est un des plus gros festivals de France maintenant, voire d'Europe. Donc on sait qu'il y a pas mal de fans, il y a des gens qui sont prêts à venir de loin, même pour notre petit événement. Après, c'est vrai que de la part du grand public, notre rôle aussi, c'est aussi de le faire découvrir, notamment aux habitants de Saint-Félix, mais aussi à tout le territoire. On est vraiment entre Annecy et Chambéry. Saint-Félix, parce que vous êtes de Saint-Félix? Oui, je suis expatrié d'Entrelacs et je suis à Saint-Félix depuis quelques années. On est quelques membres du bureau à être à Saint-Félix, et c'est vrai que ça nous tient à cœur de faire ça là-bas. Et puis, on est vraiment entre Annecy et Chambéry, quasiment à mi-chemin, donc ça nous permet de communiquer sur le cœur des Savoies. C'est un peu ce qu'on mentionne sur nos supports, puisqu'on est vraiment entre les deux Savoies. Donc voilà. La culture rock, punk ou metal, elle s'exprime comment ici en Savoie-Mont-Blanc? Comme je disais, il y a pas mal de scènes qui proposent des concerts tout au long de l'année. Il y a une très grosse culture rock aussi dans la vallée de l'Arve. Donc voilà. Après, en plein air, il y a aussi quelques festivals qui se battent, puisque ça reste une bataille. Pour les petites assos comme nous, avec des petits budgets, pour faire venir des groupes connus, monter des budgets. On a une très grosse prise de risque sur la météo, notamment. Surtout en ce moment, surtout en ce moment. Enfin, surtout changeant. l'été, globalement, on n'est jamais à l'abri d'avoir un orage. On l'a un peu expérimenté sur les 3 premières éditions. On va dire qu'on n'est pas arrivé à avoir une édition avec 2-3 jours de beau d'affilée. Mais c'est vrai que c'est assez... faut se faire une place. Et après, il y a pas mal de petites salles, petites ou moyennes, qui proposent quand même des concerts tout au long de l'année. Et voilà, le but aussi, c'est de proposer quelque chose d'un peu différent, en plein air, avec plus de monde, et puis avec plus de groupes. Enfin, voilà. Un mot sur le nom du festival, Panic Fest. Pourquoi Panic Fest? Panic, alors on n'a pas fait un très gros brainstorming à l'époque. Panic, c'est une chanson d'Anthrax pour les plus connaisseurs. Voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Anthrax, qui est un groupe de thrash metal des années 80. Donc ça n'a rien à voir avec la notion de panique? Pas du tout. On espère justement ne pas avoir de mouvement de panique. Non, voilà, ça a été décidé comme ça au tout début. Puis maintenant, c'est comme un peu toutes les marques, ça se fait sur un coup de tête. Et puis maintenant, voilà. On rappelle les dates, le lieu? Donc le 26 et 27 juillet, vendredi soir et samedi après-midi et soirée, à Saint-Félix. Donc sortie Rumilly pour... visualiser. Billetterie sur Internet? Billetterie en pré-vente sur Internet et dans les points de vente, notamment à Annecy, à Music Leader, ou à Rock Avenue Chambéry, Office de tourisme à Rumilly, et à Saint-Félix, Caveau du Vigneron et le Café de la Place. Voilà. Après, vous avez une billetterie en ligne en pré-vente, donc 15 € le vendredi, 25 le samedi, et dans les points de vente à 32 € encore, et en ligne à 36 € sur les 2 jours. Merci beaucoup pour ce point complet. Merci à vous. Bon festival. On enchaîne avec un nouveau festival, mais on va clairement changer de style avec le festival baroque de Tarentaise. Bonjour. Jean-Luc Yvos, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur artistique de ce festival. Ça vous parle, le punk? Le punk, métal ça me parle un peu quand même. Moi, je suis moi-même professeur de musique, donc j'ai des lycéens de 15 à 18 ans qui me font des piqûres de rappel. Si des fois je suis trop bloqué dans le baroque, ils savent me... À quand une association entre du punk, du métal et du baroque? Comme on peut, tous les croisements sont possibles. On peut mettre un clavecin, on peut amplifier un clavecin, mettre un son un peu noisy. Et puis, il y a un groupe, il y a Igor par exemple qui fait ça très bien, qui fait une musique plus proche du métal, mais avec des chanteuses lyriques et des clavecins.
Donc oui, tout est possible. Alors dites-nous un petit peu ce qui vous a donné l'idée d'organiser un festival de musique baroque en Vallée de la Tarentaise. Alors moi je suis donc le directeur artistique. Je vais vous demander, donc j'ai pas un micro. Ah, le micro. Voilà, ça sera mieux. Alors on recommence. Donc ce festival il vient d'où? Alors il existe depuis 28 ans. Moi j'en assure la programmation depuis une quinzaine d'années. Mais j'étais déjà un peu dans l'équipe dès le début, car je suis du pays. Et ce festival est né à la faveur des Jeux Olympiques de 92, dont les Savoyards se souviennent bien. Et l'idée, à côté du sport, c'était de faire découvrir la Savoie autrement, notamment en ouvrant ces belles églises baroques, très nombreuses, qui sont dans les vallées hautes de Savoie, de Haute-Savoie, Tarentaise, Beaufortin, Maurienne notamment, et d'y faire des concerts. Alors la musique baroque, c'est évidemment celle qui sonne le mieux dans ces lieux. Donc l'idée, elle était toute trouvée, c'était d'inviter les meilleurs ensembles français et étrangers à se produire dans ces magnifiques églises où l'acoustique ferait pâlir d'envie certains festivals. Alors à l'origine de ce festival, il y a l'association Musique et Patrimoine. Ouais. Quelques mots sur cette structure. Alors c'est une association, loi 1901, qui existe depuis le début et qui est tenue d'une main de maître et avec ferveur et conviction par sa présidente Josette Élie-Statin, qui est là dès le début et qui est toujours là à mes côtés. Donc c'est une toute petite structure qui grossit l'été, un peu comme l'été reçoit la Savoie plein de touristes. Et bien le festival l'été a tous ces bénévoles qui reviennent et qui vont nous aider à accueillir le public et les musiciens. Mais on est une toute petite équipe, hein. C'est quelques-uns, un régisseur lumière, régisseur plateau, des bénévoles pour accueillir. Donc peu de... Amener la culture pour tous au cœur de ces vallées, c'est un de vos objectifs? Oui, c'est exactement ça. C'est la culture pour tous, vraiment. La musique baroque que nous adorons, elle a pu souffrir d'une réputation un peu élitiste, d'une musique ou du passé, ou poussiéreuse, ou réservée, on ne sait pas trop à qui. Et l'idée de ce festival, entre autres, il y en a d'autres, c'est d'ouvrir les portes de la culture en grand et de montrer que ces concerts baroques peuvent faire vibrer tout le monde. On n'a pas besoin d'être connaisseur. Alors évidemment, plus on l'écoute, plus on l'aime et plus on a envie d'aller plus loin. Mais j'en veux pour preuve le public qui vient l'été. On a quelques mélomanes fervents qui nous suivent, mais on a aussi beaucoup de vacanciers qui viennent pour une soirée et qui repartent très heureux d'avoir entendu ces sonorités du passé. Il faut dire aussi que cette musique baroque utilise des instruments rares et qui sonnent merveilleusement bien. Le cornet à bouquin, la viole de gambe, le clavecin un peu plus connu, la saqueboute, l'ancêtre du trombone à coulisses. Donc cette découverte des instruments anciens est toujours un moment inoubliable. J'ai lu que l'entrée était gratuite pour les moins de 16 ans. C'est un signe fort justement dans cette volonté d'ouvrir l'accès? Oui, il faut vraiment qu'on renouvelle les générations de mélomanes. On le sait tous, hein, c'est une problématique qui touche toute la musique classique au sens large. Et pas que classique d'ailleurs, je crois que même le rock en souffre un peu. Hein. Les rockers des années 60 ont pris un coup de vieux et les jeunes générations, il faut les amener à écouter toutes les musiques. Et du coup, la gratuité fait que les familles viennent avec les enfants et font découvrir à leurs petits cette musique. En général, ils ne s'endorment pas. Le fait que vous ayez plusieurs sites pour vos concerts, c'est une force, j'imagine? Alors, force et... pas faiblesse, mais difficulté. En tout cas, dès le début, c'était le fil rouge. Il fallait impérativement donc ouvrir ces églises baroques, ces chapelles qui, de la Haute-Tarentaise jusqu'à Albertville, en passant par le Beaufortin, ne demandaient qu'à être ouvertes. Et du coup, nous continuons tous les étés à suivre un itinéraire qui va de Conflans, donc Albertville, cette année jusqu'à Hauteville-Gondon, donc à côté de Bourg-Saint-Maurice, une charmante église qui vient d'être restaurée. J'allais y venir. On redécouvre, on va en reparler sans doute. Et nous tenons impérativement à aller tous les soirs dans un lieu différent, avec un concert différent. Donc ça implique une régie très sportive. Une vraie logistique. Et une vraie logistique. On se couche tard et on doit se lever assez tôt. Alors je disais, votre festival coïncide avec la réouverture de l'église Saint-Martin de Tours d'Hauteville-Gondon, un des symboles de l'art baroque local. Exactement, c'est une des plus belles, qui a été restaurée aussi bien au niveau du gros œuvre que de son mobilier baroque et des peintures. Et l'idée était vraiment de l'ouvrir de nouveau cet été au public. Elle a déjà été ouverte, mais en tout cas de faire un événement fort
baroque. Donc nous invitons un artiste reconnu, un jeune artiste de la scène baroque, c'est Jean Rondeau. Alors lui d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du look ou des différents genres. Quand on le voit, ce jeune homme, ce claveciniste qui est un des meilleurs dans son genre, il n'a pas du tout un look de baroqueux, comme on dit. Il fait plus rock'n'roll qu'autre chose. Et il va jouer les variations Goldberg de Bach, donc un monument de la musique ancienne, en toute intimité, puisque là, on fait le pari de n'avoir qu'un seul instrument. Donc le clavecin, Jean Rondeau, dans cette acoustique merveilleuse d'Hauteville-Gondon. Donc un grand moment, je l'espère. Pour finir, 3 coups de cœur là, pour cette quinzaine. Alors, hormis celui-ci, il y a l'ouverture. Forcément, l'ouverture avec les musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch, qui est un flûtiste qui fait un mélange de musique traditionnelle et de musique baroque et qui revisite les 4 saisons de Vivaldi, à la flûte traversière et à la cornemuse. Donc je crois que c'est une redécouverte, ça va être passionnant. La clôture, où nous rassemblons 25 enfants maîtrisiens, donc ces jeunes gens qui font du chant choral, les enfants de la Primatiale Saint-Jean à Lyon, et puis Petit Chanteur de Lyon, et les enfants de la maîtrise du Puy, en Haute-Loire. Donc ces enfants sont réunis par une chef de chœur, Nicole Corti, qui a été autrefois à Notre-Dame de Paris. Donc un moment de ferveur, un moment choral, avec un magnifique plateau instrumental pour du Jean-Sébastien Bach, mais aussi le Miserere d'Allegri, qui est un des tubes de la musique ancienne, une œuvre planante. Ça, c'est à la cathédrale de Moutier, le 13 août, pour la clôture. Merci beaucoup Jean-Luc Evose. On n'a pas donné les dates. Alors, 1er 13 août, tous les soirs, un concert. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, on vous souhaite un beau festival. Merci beaucoup. Clémence est de retour pour le rappel des titres de ce journal du 9 juillet 2019. Beaucoup de tensions ce lundi soir à Chambéry. Et oui, après la mort d'un homme qui est décédé des suites de son expulsion, un rassemblement a eu lieu hier soir à Chambéry pour le droit au logement, rassemblement qui est allé au conseil municipal de la ville. Et les manifestants se sont vus sortir de la salle du conseil municipal Manu Militari par la police. Et puis on parlera archéologie. Et oui, du côté de Taninges, à côté de la Chartreuse de Mélan, il y a des fouilles en ce moment même. On vous propose de découvrir ça avec un reportage de Camille Rivollet. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. À tout de suite.